Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui j'arrive en Bolivie pour vous parler de culture, de traditions, de danse, etc. Mais je ne vous spoil pas plus que ça. Comme dans ma vidéo précédente, je vous fais un petit disclaimer parce que mon œil au beurre noir n'a pas disparu entre temps, c'est normal, voilà, il est là. Vu qu'on part sur un épisode de faits et anecdotes, on reste sur un décor un petit peu plus neutre, un petit peu plus bleu. Comme ça on distingue un petit peu mieux les deux séries principales que je fais sur cette chaîne-là, Mythes et légendes et Faits et anecdotes. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions ou autres, ou si des choses vous dérangent, que ce soit visuellement ou oralement. Voilà, je prends tout, dites-moi, il n'y a pas de souci, je suis ouverte aux critiques. Bon, je vais pas tergiverser 1000 ans, on lance la première anecdote. Je sais pas pourquoi je m'entête à continuer à dire le mot tergiverser alors que j'arrive pas à le prononcer, là c'est bien la seule exception. Je sais pas pourquoi je suis pleine d'énergie alors qu'il est super tard le soir, enfin bref. Ok, on commence fort avec le plus grand miroir naturel du monde. J'appelle donc bien évidemment à la barre le Salar de Uyuni. Là chez moi je viens de finir sud, s'il me faut un peu de temps pour m'en remettre. Salar de Uyuni c'est vraiment l'une des plus grandes merveilles de ce monde. C'est un désert de sel d'une superficie de 10 582 km². Il s'est formé il y a environ 30 000 à 40 000 ans à partir d'un ancien lac préhistorique, le lac Minchin, qui s'est asséché en laissant derrière lui des épaisseurs de sel et des minéraux. Mais alors pourquoi l'appelle-t-on le plus grand miroir du monde ? C'est simple. Pendant la saison des pluies, de novembre à mars, une fine couche d'eau recouvre le salar, ce qui crée un miroir parfait. À ce moment-là, c'est magique parce que le ciel et la terre se confondent, offrant un spectacle onirique. Ce qui est incroyable, c'est que le miroir est tellement précis que les satellites, y compris ceux de la NASA, utilisent le salar pour calibrer leurs instruments. Faut savoir que sous cette vaste étendue de sel se trouve l'une des plus grandes réserves de lithium, vous savez, l'un des composants clés des batteries. Ça rend le Salar de Uyuni crucial pour les industries technologiques. Si vous êtes amateur de photographie à la recherche d'un lieu magique pour les photos, je vous conseille de vous rendre dans le désert afin de pouvoir jouer avec les perspectives incroyables qu'offre l'endroit. En plus, au centre du désert se trouve l'île d'Inkawasi, parsemée de cactus qui peuvent atteindre 10 mètres de hauteur. Je sais pas si vous vous rendez compte. Nous, en fait, vous vous rendez pas compte, donc je vous mets tout de suite des équivalents. Et puis comme ça, vous pourrez certainement passer la nuit dans des hôtels qui bordent le salar. Des hôtels entièrement construits de sel, des murs aux meubles. C'est vraiment une expérience unique. Remerciez-moi quand vous aurez vécu vos meilleurs moments de vie là-bas. La danse des Diabladas, ou la danse des diables, est une danse emblématique en Bolivie. Elle mélange des influences précolombiennes et chrétiennes pour créer une performance vibrante et théâtrale qui raconte une histoire mythologique vraiment fascinante. Cette danse est l'événement phare du carnaval d'Oruro qui se déroule dans la ville d'Oruro. Faut pas m'en vouloir sur l'accent, j'ai toujours pas appris la langue espagnole entre-temps. D'ailleurs, cette ville est considérée comme la capitale de cette danse. Ce qui est super intéressant avec cette danse, c'est qu'elle représente une scène particulière. C'est littéralement une bataille cosmique entre le bien et le mal. Pour cela, les costumes sont très colorés et exubérants avec des perles, des miroirs, etc. Pour faire court, la danse se déroule en 3 actes avec un début en procession où Lucifer, les diables et les autres personnages maléfiques occupent la scène. Nous avons ensuite l'arrivée de l'archange Saint-Michael qui vient pour combattre les troupes de Lucifer. En finale, et après une série de danses symboliques, le bien triomphe et les danseurs se rendent à l'église de Sovacon pour honorer la Vierge. Cette danse, d'abord originaire de Bolivie, donc, s'est peu à peu étendue pour devenir emblématique dans les pays des Andes, comme le Chili et le Pérou. Les momies de Sajama représentent l'un des secrets les mieux gardés en Bolivie. Je vais faire de vous des personnes privilégiées, mes amis. Les momies de Sajama ont été découvertes dans le parc national de Sajama, près du plus haut sommet de Bolivie. Je vous le donne en mille, le mont Sajama. Ce parc est situé dans la région de l'Altiplano, à plus de 4000 mètres d'altitude, ce qui rend l'accès difficile mais aussi propice à une conservation exceptionnelle.
C'est un peu moins de la moitié de la taille de l'Everest. Je pouvais pas faire plus vague en termes de comparaison, je suis désolée mais m'en voulez pas, ma culture générale en termes de montagne est très limitée. Pour en revenir aux momies, elles ont été retrouvées dans des tombes anciennes, souvent disposées dans des grottes ou des formations rocheuses, comme si elles avaient été protégées par la montagne elle-même. Ces momies ont appartenu à des peuples Aymaras ou Quechua, deux des plus anciennes civilisations des Andes. Ça en dit long parce qu'il semble que les membres de ces sociétés pré-incaïques ont des rituels funéraires très complexes. Les corps étaient soigneusement embaumés et enveloppés dans des tissus faits de laine de lama ou de coton. Dans certains cas, des objets personnels étaient enterrés avec eux, tels que des poteries, des bijoux ou des outils, probablement pour les accompagner dans leur vie après la mort. Ces momies sont particulières parce qu'elles ont été remarquablement bien conservées. C'est en grande partie grâce aux conditions climatiques froides et sèches de la région. Ça a permis de conserver non seulement la peau et les cheveux, mais aussi les traits du visage, ce qui donne un air presque vivant à ces momies. Il est fascinant de voir que certains corps ont même été retrouvés en position assise, parfois dans des recoins reculés donnant une impression de tranquillité. D'autres étaient allongés. Mais tous montrent des signes de grande attention portée aux détails lors de leur préparation. Les momies de Sajama ne sont donc pas seulement des reliques du passé, mais représentent un pont entre les civilisations anciennes et le monde moderne. On va parler d'une des routes les plus célèbres du monde. Malheureusement, peut-être pas pour les bonnes raisons. Le chemin de la mort, non je ne vous ferai pas l'affront de parler espagnol, est une route terrifiante qui se trouve pas loin de la capitale administrative, La Paz. Cette route relie la capitale à la région des Yungas, une zone tropicale bien plus basse. Elle s'étend sur environ 80 km. Cette route a été construite dans les années 1930 par des prisonniers paraguayens pendant la guerre du Chaco. Je sais pas du tout si cette phrase se prononce comme ça, mais on va faire tout comme. Elle est taillée dans le flanc des montagnes. Mais ce qui la rend dangereuse, c'est qu'elle ne mesure parfois que 3 mètres de large. Plutôt pas mal, me direz-vous. Ouais, ok. Mais rajoutez à ça la pression de devoir traverser au-dessus d'un gouffre qui peut atteindre parfois les 600 mètres de profondeur. Déjà, quand je conduis dans les hauteurs d'Auvergne, je suis en détresse, mais alors là, je pense que j'aurais fait une syncope. Faut savoir qu'avant 2006, ce chemin était le seul qui reliait la capitale à la région des Yungas. T'avais vraiment pas le choix, fallait prendre ton courage à deux mains. Bien évidemment, je l'ai pas mentionné, mais vous l'aurez certainement deviné, il n'y a absolument aucune barrière de protection, ni rien pour te retenir de tomber si jamais tu fais mal ton calcul quand tu croises une voiture en sens inverse par exemple. De plus, les conditions météorologiques dans ces hauteurs ne sont pas des plus favorables. Je parle bien de brouillard, de vent fort, de glissement de terrain. À cause de tout ça, on estime à environ 200 à 300 personnes y perdant la vie chaque année. On y voit d'ailleurs des croix et des monuments commémoratifs tout au long de la route. Bon, après, bien que la route soit surnommée le chemin de la mort, elle traverse des paysages absolument magnifiques. D'ailleurs, vous devez avoir l'habitude, mais avec de tels paysages, il y a forcément des tonnes de légendes qui sont racontées sur l'endroit. On parle ici d'esprits, de spectres en tenue blanche, etc. Enfin bon, avec tous ces mètres de dénivelé, on passe littéralement d'un écosystème à un autre, et ça, c'est magnifique. Donc, si jamais tu te balades dans la ville de La Paz, à tout moment tu tombes sur un mec déguisé en zèbre qui t'aide à circuler. Non, je suis pas en train de te décrire mon dernier rêve lucide, mais bien la réalité. Tout a commencé en 2001 quand les piétons ne respectaient pas du tout les règles de circulation et que les automobilistes faisaient aussi n'importe quoi. Du coup, la municipalité a décidé qu'au lieu d'installer plus de panneaux, ils allaient tenter une approche un peu plus ludique. Et c'est comme ça que quelqu'un a eu l'idée de déguiser ses agents de circulation en zèbres. Et au final, ça a tellement bien marché que c'est resté. Les zèbres de la circulation incarnent désormais le respect, la solidarité et la coexistence entre les différents usagers de la route. L'île du Soleil est une île mystérieuse située sur le lac Titicaca. Je vous vois rigoler, vous êtes vraiment pas mature. Ce lac est l'un des symboles du pays partagé entre la Bolivie et le Pérou. Mais revenons à l'île en question. Donc l'île du Soleil est considérée comme le berceau de la civilisation Inca. Selon les légendes, c'est ici que Mango Cepac et Mama Ocllo, les premiers Incas créés par le dieu du soleil, Inti, auraient émergé des eaux du lac pour fonder l'empire Inca. L'île abrite plusieurs sites archéologiques, notamment des sanctuaires et des temples dédiés au soleil, qui montrent son importance religieuse et culturelle. On y trouve 3 trésors archéologiques majeurs: la roche sacrée, le palais du soleil, l'escalier des Incas et la fontaine sacrée. Ces trésors sont donc gardés et l'île est habitée principalement par des communautés Aymaras et Quechuas qui vivent en harmonie avec leur environnement.
En plus de ça, l'île permet d'avoir une vue incroyable sur le lac qui est situé à plus de 3812 mètres d'altitude. On parle même d'un trésor inestimable caché sur cette île. Une bonne raison pour la visiter. Mais bon, de nombreuses expéditions ont été organisées afin d'essayer de le retrouver, mais bon, rien n'a été trouvé jusqu'à maintenant. Ce trésor aurait été enfoui par les Incas pour les protéger des conquistadors espagnols. Bref, si vous allez en Bolivie, vous savez quoi faire. On reste dans la ville de La Paz pour notre dernière anecdote, et plus particulièrement dans la prison de San Pedro. En fait, le lieu est célèbre pour son fonctionnement anarchique aussi ouvert aux touristes par le passé. Faut savoir que là-bas, les détenus doivent payer pour leurs propres cellules. Donc plus t'es pauvre, plus tu dors dans une cellule exiguë avec très peu de technologie. Les plus riches peuvent même se payer des télés et des cuisines. Chose incroyable, les familles peuvent aussi venir habiter avec les prisonniers. Ce qui fait que pour les plus riches, la vie se poursuit presque normalement au final. Un peu plus touchy, les prisonniers gèrent la prison eux-mêmes. Ils établissent leurs propres règles, organisent des marchés, tiennent des restaurants et certains se chargent même de la sécurité intérieure eux-mêmes. Enfin, pour quelques dollars et pots de vin, les touristes entre 1990 et 2000 pouvaient entrer dans la prison et avoir une visite guidée par les prisonniers eux-mêmes. Franchement, je sais pas si c'est moi qui suis folle ou si c'est le monde qui est fou, mais on est franchement à un très bon degré de quand même. Les touristes pouvaient acheter des souvenirs artisanaux faits par les prisonniers, dîner dans leurs restaurants, enfin bref, j'en passe. Étonnamment ou pas, certains étaient même là pour acheter de la drogue directement aux prisonniers, qu'ils produisaient eux-mêmes en interne de la prison. Non mais franchement, je sais plus quoi dire. Bon, bref. Finir avec une anecdote sur la drogue, au final c'est comme ça que je devrais finir chacun de mes épisodes de faits et anecdotes. Non mais plus sérieusement, je pensais pas trouver autant d'anecdotes sur ce pays clairement sous-coté. J'ai de quoi faire un second épisode si ça vous dit. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à partager vos expériences personnelles, l'espace commentaire est fait pour ça. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce, je vous laisse. À plus.